Les rencontres du RT14. L'actualité de la sociologie des arts et de la culture. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence et pour votre écoute de cette 5e séance des rencontres du RT14 de l'année 2025. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Basile Michel pour parler de son ouvrage intitulé « Les quartiers culturels et créatifs, ambivalence de l'art et de la culture dans la ville post-industrielle », qui est paru en 2022 aux éditions Le Manuscrit dans la collection Devenir urbain. Quelques mots pour commencer. À propos de ces rencontres du réseau thématique sociologie des arts et de la culture, donc le RT14 de l'AFS, Association française de sociologie. Donc c'est un projet à la croisée du séminaire et du podcast. On enregistre donc les épisodes. C'est né en 2022. Et notre objectif, c'est de présenter l'actualité de la recherche en sociologie des arts et de la culture sous la forme de discussions avec des auteurs et des autrices qui ont publié récemment un ouvrage. On fait donc des séances qui prennent la forme d'un entretien suivi d'un moment d'échange avec le public. Nous sommes enregistrés et le podcast sera diffusé sur le carnet Hypothèse du RT14 et sur la chaîne YouTube du RT14. Vous y retrouverez d'ailleurs l'ensemble des rencontres qui ont déjà eu lieu. Pour cette année, il restera après celle-ci une séance le 7 mai avec Laura Capel autour de son livre « Créer des ballets au XXIe siècle ». C'est une séance qui sera animée par Regina Hadjipetrou-Andronicou et qui aura lieu en salle 311, ici, au site Pouchet du CNRS, aux mêmes horaires toujours, de 16h à 18h. Mais aujourd'hui, nous sommes donc avec Basile Michel. Bonjour Basile, et merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Tu es maître de conférences en géographie à l'Université de Cergy-Paris. Tu enseignes au sein du département de géographie où tu co-diriges notamment le master Développement culturel et valorisation des patrimoines. Tu mènes des recherches en géographie urbaine, sociale et économique au sein des laboratoires Place et ESO. Et tu diriges le projet de recherche écomusique sur les enjeux écologiques dans le secteur culturel et plus spécifiquement dans les musiques actuelles. Tu es également membre du conseil de direction du laboratoire Place et de l'Institut des humanités numériques de l'Université de Cergy-Paris. Alors, dans un premier temps, je te propose que l'on s'intéresse à la méthodologie de ta recherche et la façon dont tu as produit tes analyses. C'est un livre qui est le fruit de recherches menées sur les liens entre l'art, la culture, la créativité, les villes pendant 10 ans, depuis ton master et jusqu'à ta prise de poste à l'Université de Cergy-Paris. Et ce sont aussi des recherches qui se sont prolongées à l'issue de ta prise de poste. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler un peu de ton parcours universitaire et nous retracer les grandes étapes de cette recherche au long cours ? Je me demande notamment comment ton expérience en France puis en Chine a pu influencer peut-être la façon dont tu observais les quartiers culturels et créatifs. Merci. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Et merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'être là avec vous pour parler de ce sujet des quartiers culturels et créatifs. Alors peut-être pour commencer, la question de départ que j'avais effectivement il y a maintenant plus de 10 ans, au début de ces recherches, c'était finalement de travailler sur l'influence que les activités culturelles et créatives ont sur les territoires, et ce de manière transversale, en particulier au niveau en termes de transformation urbaine, de dynamique sociale, qu'elle soit de cohésion ou au contraire de fragmentation, et également de développement économique des territoires urbains. Donc ça, c'est ma question de départ. Et puis l'identification de l'échelle du quartier comme une échelle d'analyse pertinente du point de vue scientifique de cette question-là est venue par l'immersion sur le terrain que j'ai pu réaliser, un terrain exploratoire dans le cadre de mon M2 recherche qui visait à préparer mon projet de thèse. Et ce terrain exploratoire, c'est le quartier des Olivettes à Nantes, dans lequel il y a une forte concentration d'activités culturelles et créatives. Et c'est à partir de ce terrain exploratoire, finalement,
que l'échelle du quartier est apparue comme une échelle infra-urbaine pertinente pour travailler justement ces questions des influences des activités culturelles et créatives sur le développement des territoires, pour le dire un peu rapidement. Alors j'aime bien raconter une petite anecdote sur le quartier des Olivettes, parce que c'est donc un ancien faubourg industriel populaire. Dans les années 1980, la municipalité de droite de Nantes souhaitait raser intégralement ce faubourg industriel qui était effectivement en grande partie laissé à l'abandon de par la dynamique de crise industrielle des années 1970 qui avait fait disparaître une grande partie de l'activité historique de ce faubourg. Et donc le projet, c'était de faire passer une 4 voies autoroutière et d'implanter des grands équipements type centre des congrès. À la fin des années 1980, c'est Jean-Marc Ayrault qui remporte les municipales et qui change justement ce projet de destruction du quartier des Olivettes, et qui décide au contraire de promouvoir un projet urbain de réhabilitation, préservant finalement la trame urbaine et l'architecture historique de ce faubourg ouvrier et populaire des Olivettes. Et donc je dis souvent merci à Jean-Marc Ayrault, puisque sans lui, je n'aurais jamais pu faire ce terrain exploratoire, et probablement que je ne serais donc pas là aujourd'hui pour vous parler des quartiers culturels et créatifs. Alors, effectivement, comme tu l'as mentionné, j'ai poursuivi ensuite mes recherches sur ce sujet-là, d'abord lors de ma thèse de doctorat à l'Université d'Angers, réalisée pendant 3 ans, avec 3 terrains de recherche en France, donc le quartier des Olivettes à Nantes que je viens de mentionner, le quartier du Panier à Marseille et le quartier Beria à Grenoble. Puis ensuite, mon poste d'enseignant-chercheur en Chine m'a permis d'explorer des terrains de recherche de quartiers culturels et créatifs avec des profils différents et dans un contexte évidemment très différent, qui m'a ouvert, on va dire, de nouvelles perspectives. Très clairement, évidemment, le changement de contexte entre la France et la Chine fait que, de fait, ça bouscule, ça change le regard, ça décale le regard que le chercheur ou la chercheuse peut avoir sur son objet de recherche. Donc ça a ouvert de nouvelles pistes, ça a réactivé finalement mon intérêt pour cet objet de recherche, que j'ai donc ensuite poursuivi par la suite, une fois maître de conférence à Cergy, donc depuis 2019, avec des terrains d'études de quartiers culturels et créatifs en Île-de-France, et de manière plus exploratoire également ailleurs à travers le monde. Peut-être pour conclure sur ce parcours, du coup, le livre est issu de ma volonté d'offrir en fait une synthèse de cette dizaine d'années de travaux sur le sujet, pour éclairer, finalement donner un peu un tour d'horizon de ce que sont ces quartiers culturels et créatifs, et surtout quels en sont les enjeux, puisqu'ils sont nombreux, et donc ça me semblait intéressant d'offrir un ouvrage plutôt synthétique. Alors peut-être que certaines l'ont parcouru et le trouvent déjà bien assez long, mais vu le sujet, ça pourrait être beaucoup plus développé, mais l'idée c'était plutôt d'allier bien sûr la rigueur scientifique, mais avec aussi une forme synthétique qui va à l'essentiel et qui permet de toucher aussi un lectorat plus large que les seuls spécialistes des sujets d'art, de culture et de ville. Merci beaucoup. Et je me disais, peut-être pour entrer encore plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous éclairer sur la définition des quartiers culturels et créatifs finalement? Quelle en est la définition? Alors, la définition des quartiers culturels et créatifs, je vais la faire en 3 critères principaux. Le premier critère qui s'affiche sur la slide, c'est l'échelle dont on parle. C'est dans le nom quartier, et donc on parle effectivement d'une échelle infra-urbaine, une portion de la ville qui n'est ni un bâtiment, ni une ou quelques rues, mais qui est bien un îlot, une portion de la ville, et qui n'est pas non plus toute la ville. Donc on est sur cette échelle infra-urbaine. Alors ça paraît un peu enfoncer une porte ouverte de le dire, mais néanmoins, on voit des projets politiques dits quartiers culturels et créatifs, mais qui en fait sont à l'échelle d'un bâtiment, et ça s'apparente plutôt à des formes de tiers-lieux culturels. Donc il y a aussi des formes de confusion parfois dans les politiques de quartiers culturels et créatifs sur cette échelle. Donc c'est pour ça que d'un point de vue scientifique, c'est important de bien le préciser. Donc l'échelle du quartier. Deuxième, c'est sur cet écran-là que je dois appuyer. Donc le deuxième critère de définition, c'est qu'à l'intérieur de cette portion de la ville, de ce quartier, on observe une concentration exceptionnelle d'activités culturelles, artistiques et créative. Je dis exceptionnelle au sens où elle est beaucoup plus forte dans ces quartiers que dans le reste de la ville. C'est ce que vous pouvez observer sur le petit schéma. Et puis le troisième critère de définition, c'est l'existence de relations de collaboration
entre ces différentes activités culturelles, créatives qui sont localisées dans le quartier, entre artistes, théâtres, galeries d'art, architectes, designers qui sont localisés dans un même quartier, se développent des relations d'entraide, de prêt de matériel, allant parfois jusqu'à des projets culturels collectifs. Et d'un cas à un autre, la densité des réseaux de collaboration est parfois très forte, parfois au contraire quasi inexistante. Peut-être juste pour illustrer d'un point de vue très concret cette définition en 3 critères avec le cas des olivettes que j'ai mentionné précédemment. On va retrouver les 3 critères que je viens de mentionner. Sur la carte que vous voyez à gauche de la slide, la zone en pointillé symbolise les limites du quartier des Olivettes. Et là, on a vraiment l'idée d'un quartier qui est très marqué dans la trame urbaine et dans l'homogénéité architecturale de ce quartier, et qui est en fait une configuration très enclavée, très séparée du reste de la ville. Au nord du quartier, vous avez la voie de chemin de fer qui marque une démarcation physique très claire avec le centre-ville. Au sud du quartier, vous avez la Loire qui, encore une fois, marque une forte démarcation avec l'île de Nantes. Et puis à l'ouest et à l'est, vous avez des axes routiers très, très forts qui font que clairement, on sait quand on entre dans le quartier des Olivettes, on sait quand on en sort. Donc là, il y a vraiment cette échelle du quartier très bien identifiée dans l'espace urbain. Ça, c'est le premier critère. Le second, vous le voyez toujours sur cette carte, les cercles représentent les activités culturelles et créatives localisées dans le quartier. Et pour vous donner une idée de l'échelle, le plus gros cercle que vous pouvez voir sur la carte s'y localise une trentaine d'organisations culturelles et créatives, donc agences d'architecture, designers, artistes, collectifs d'artistes, etc. Donc là, on a effectivement une vraie concentration très forte ici de différentes organisations culturelles et créatives. Et puis, on voit le troisième critère sur l'autre partie de la slide avec le réseau, enfin le graphique de réseau. Pour vous l'expliquer très simplement, chaque cercle représente une structure culturelle ou créative localisée dans le quartier des Olivettes, et chaque trait représente une relation de collaboration existant entre deux de ces activités. Et la taille des cercles varie en fonction du nombre de relations possédées par chacune de ces organisations culturelles. Donc là, on a un exemple avec les Olivettes d'un réseau dense de relations de collaboration, d'entraide, de mutualisation, de projets collectifs liant les architectes, designers, artistes et autres acteurs culturels et créatifs du quartier. Et d'ailleurs, je mentionne pour les auditeurs que il y a de nombreux graphiques, images, tableaux, illustrations dans le livre. Donc là que nous avons sous les yeux, puisque nous sommes en présentiel, mais voilà, on les retrouve dans le livre, et c'est vrai que ça rend aussi la lecture très très claire et agréable. Donc il y a 6 quartiers, il me semble, hein, qui constituent les terrains principaux de ta recherche. Donc Beria à Grenoble, tu t'en as parlé, le M50 à Shanghai, le Panier à Marseille, les Olivettes à Nantes, le canal de l'Ourcq en Île-de-France et le quartier de la Fondation Fiminco à Romainville. Est-ce que déjà je ne me trompe pas? Ok. Donc tu montres que certains quartiers culturels et créatifs émergent de façon spontanée, que d'autres sont issus d'une planification par les pouvoirs publics. Et ces deux modalités distinctes, est-ce qu'elles ont constitué une difficulté pour circonscrire ton terrain d'enquête, notamment en début d'analyse? Comment finalement tu t'es repéré pour définir ton corpus? Est-ce que tu es plutôt parti de la définition institutionnelle fondée sur la planification pour construire ton terrain, ou au contraire d'une approche plus inductive qui mêlait les deux modalités? Est-ce que la planification t'est apparue sur le tard ou pas? Voilà, j'aimerais savoir ça. Alors clairement, mon point de départ, ça a été les quartiers culturels et créatifs spontanés. Et le prisme que j'ai pris est vraiment une définition scientifique des quartiers culturels et créatifs, qui est un objet qui scientifiquement est à peu près identifié et défini dans la littérature scientifique, qu'il l'est beaucoup moins dans les politiques publiques dans le monde francophone, et qu'il l'est un peu davantage dans le monde anglophone, où la pratique de la planification urbaine de quartiers culturels et créatifs est plus ancienne qu'en France, et donc un peu plus identifiée. Mais néanmoins, vraiment, mon point de départ, effectivement, ça a été plutôt, ça a été même complètement, en fait, les dynamiques spontanées d'agglomération d'artistes et autres acteurs culturels et créatifs dans certaines portions de la ville.
Et donc les 3 terrains de thèse que j'ai pu choisir au départ et qui constituaient mon corpus initial sont effectivement des quartiers culturels et créatifs qui ont émergé de façon spontanée. Et c'était un choix de justement avoir 3 quartiers qui avaient ce point commun d'une concentration spontanée d'artistes et autres lieux culturels et créatifs à l'échelle d'un quartier. Et puis c'est par la suite que j'ai diversifié en fait mes terrains d'observation, et notamment en partant en Chine, puis également en Île-de-France, et après avec les autres exemples de terrains à l'échelle internationale, où du coup ça m'a d'une certaine manière confronté à d'autres modèles, à des modèles plus planifiés, ou à des modèles de quartiers culturels et créatifs labellisés à partir de quartiers qui avaient émergé spontanément. Et en fait cette ouverture internationale sur d'autres exemples m'a vraiment permis de mettre en évidence, d'une part, la diversité des quartiers culturels et créatifs tels qu'ils existent concrètement. Et en même temps, ça m'a permis aussi d'aller chercher dans des contextes très différents. Entre la France et la Chine, il y a évidemment des très grandes différences. Et néanmoins, malgré ces différences contextuelles, repérer, observer un certain nombre de réalités communes finalement à tous ces terrains. La concentration d'activités culturelles et créatives dans certaines portions spécifiques de la ville qui ont un certain nombre de caractéristiques communes, proximité au centre-ville sans en faire complètement partie, configuration géographique souvent enclavée, un passé industriel ou populaire. Voilà, enfin, des trajectoires évolutives également qui sont souvent assez similaires, même si les temporalités peuvent évoluer, l'intensité des phénomènes également en fonction des contextes territoriaux spécifiques. Mais en tout cas, ça a montré la dimension globale finalement de ces quartiers culturels et créatifs que l'on retrouve, et je vous projette du coup l'ensemble des terrains que j'ai pu enquêter pour ce livre, puisque effectivement au-delà des 6 terrains principaux que tu as cités précédemment, il y en a également d'autres que j'ai pu enquêter pour alimenter justement et ouvrir mon regard sur l'ensemble de cet objet qu'est les quartiers culturels et créatifs. Alors, hop, voilà, puis vous avez la fin, ça c'est pareil, vous le retrouvez dans les annexes du livre, qui positionne l'ensemble des quartiers que j'ai étudiés au niveau scientifique. Cette ouverture internationale des cas que j'ai cherché volontairement à approfondir pour la réalisation de ce livre m'a aussi permis de mettre en évidence la circulation internationale de ce modèle urbain que sont aujourd'hui les quartiers culturels et créatifs, et le fait qu'on peut rendre compte scientifiquement que ces quartiers culturels et créatifs, de façon planifiée, se retrouvent aujourd'hui à peu près partout dans les grandes métropoles principalement, mais à peu près partout dans les grandes métropoles à l'échelle internationale. Merci. Finalement, quelles ont été tes méthodes d'investigation donc sur le terrain? Est-ce que tu en as aussi privilégié certaines selon un quartier plutôt qu'un autre? Et auquel cas, si c'est le cas, pourquoi? Alors peut-être déjà un préalable, c'est je suis géographe et donc j'ai une approche territoriale. Et le territoire au sens géographique, donc un territoire qui est d'abord considéré comme une portion d'espace telle qu'elle est vécue, appropriée, représentée, pratiquée par les acteurs qui habitent, travaillent, parcourent, visitent ce territoire et interagissent les uns avec les autres. Et interaction ne voulant pas forcément dire coopérer, mais sont parfois aussi en tension, en conflit d'usage sur ce territoire. Donc c'est autant, voire plus, les territoires du quotidien, les territoires vécus, même si bien sûr il y a aussi la prise en compte des territoires administratifs qui font référence, notamment pour les pouvoirs publics, qui évidemment sont aussi à prendre en considération. En tout cas, j'ai eu cette volonté d'avoir une approche territoriale, donc entrer systématiquement par ces quartiers, et ces quartiers pas seulement pensés comme des îlots, mais bien comme à l'emboîtement des échelles, cher aux géographes, considérer évidemment ce quartier dans son contexte métropolitain, dans son contexte régional, national et international, et aussi à l'échelle micro, à l'intérieur du quartier, les fractures qu'il peut y avoir ou les différenciations qu'il peut y avoir entre certaines parties du quartier, certaines rues, certains lieux spécifiquement du quartier. Donc une analyse territoriale qui amène forcément à une approche transversale, c'est-à-dire pas en silo, ne pas considérer uniquement les enjeux économiques d'un côté, les enjeux culturels de l'autre, les enjeux urbains d'un autre côté, mais au contraire d'avoir une vision transversale de l'ensemble des enjeux
que viennent mettre en évidence les dynamiques, les projets culturels au sein des territoires comme ces quartiers. Alors, d'un point de vue après plus concret en termes de méthodes et d'outils, pour tous les terrains, les 6 terrains approfondis, il y a une multiplicité d'outils que j'ai cherché à mobiliser. Les 2 principaux, je dirais, les 2 fondamentaux, c'est les entretiens semi-directifs avec l'ensemble des acteurs de ces territoires, donc à la fois bien sûr les artistes et autres acteurs culturels et créatifs des quartiers, mais aussi les habitants, les élus, les aménageurs et autres acteurs qui pourraient être impliqués, finalement partie prenante dans la réalité de ces territoires. Deuxième outil principal, l'observation in situ de ces quartiers. Donc une observation à la fois de la vie quotidienne de ces territoires et aussi une observation lors d'événements particuliers, de projets culturels spécifiques au sein de ces quartiers. Et puis en complément finalement de ces 2 outils principaux, j'ai également utilisé des cartes mentales en complément des entretiens pour analyser la question des représentations socio-spatiales des personnes interrogées. Mobiliser également des analyses de réseau. Vous avez eu quelques exemples des graphiques de réseau qui sont le résultat de ce travail d'analyse de réseau. De l'analyse textuelle également sur des corpus de presse pour travailler sur l'image médiatique des quartiers culturels et créatifs. Et puis un gros travail qui est souvent sous-estimé dans les recherches empiriques. Parfois on oublie de mettre, je trouve, en valeur finalement ce travail de terrain, de l'ombre, mais qui est fondamental. C'est tout le relevé d'observation de terrain qui m'a permis de créer une base de données géolocalisée de l'ensemble des activités, lieux culturels et créatifs de ces quartiers. C'est-à-dire qu'une base de données de ce type-là n'existe pas. Les cartes que j'ai commencé à vous présenter, elles sont le résultat graphique, enfin cartographique en l'occurrence, d'un relevé de terrain systématique et complété d'un relevé en ligne pour réussir à recenser de façon la plus exhaustive possible l'ensemble des artistes et autres acteurs culturels et créatifs présents dans chacun des quartiers. Et donc là, c'est beaucoup de relevés de terrain, beaucoup de rencontres avec les acteurs qui mettent en relation avec d'autres, et évidemment aussi beaucoup de recherches en ligne, et qui permet du coup, in fine, d'avoir une cartographie culturelle, créative de chacun de ces quartiers. Alors, on va peut-être quitter un peu le volet de la méthodologie pour continuer d'approfondir la définition en fait de ces quartiers culturels et créatifs pour mieux les appréhender, mieux les connaître. Est-ce que tu peux nous parler de la diversité de ces quartiers, enfin continuer de nous en parler, et en nous décrivant sur quelle autre variable ils se distinguent en fait les uns des autres? Alors peut-être sur la variable principale que tu as déjà mentionnée tout à l'heure, je reviens juste peut-être avec un exemple concret donc de ces dynamiques de formation des quartiers culturels et créatifs, certains étant spontanés et d'autres au contraire planifiés. Et le cas de Nantes est assez intéressant parce que justement se font face de chaque côté de la Loire un quartier spontané et un quartier planifié. Vous avez sur la carte, vous le voyez en vert, le quartier de la création, officiellement inauguré, planifié, aménagé et piloté par l'aménageur public, la Samoa, pour le compte des collectivités territoriales, qui a donc dessiné un périmètre dans la ville à l'intérieur duquel volontairement ont été concentrés un certain nombre de fers de lance de l'image culturelle de la ville de Nantes, les machines de Lille, l'école des beaux-arts, l'école d'architecture, etc. Et juste en face, de l'autre côté de la Loire, le quartier des Olivettes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui lui a émergé de manière plus spontanée, même si les pouvoirs publics ont aussi eu une importance dans l'émergence de ce quartier comme quartier culturel et créatif, mais de manière beaucoup plus discrète. Ce qui est intéressant, c'est que le quartier des Olivettes a émergé comme polarité culturelle et créative dès les années 1990, et au tournant des années 2000, il y a déjà une très forte concentration de lieux culturels et créatifs, alors que le quartier de la création est inauguré en 2000. Enfin, ça émerge progressivement et jusqu'au début des années 2010, c'est là qu'il y a véritablement l'inauguration de ce quartier de la création. Donc c'est un petit peu plus tard. Et donc l'inauguration officielle de ce quartier de la création, tel qu'il a été nommé, a créé finalement une réaction chez les acteurs culturels et créatifs du quartier des Olivettes en revendiquant, non, le vrai
entre guillemets, quartier de la création nantais, il est ici, il est aux Olivettes, il n'est pas de l'autre côté sur l'île de Nantes. Donc c'est intéressant le cas de Nantes justement sur cette confrontation entre ces deux logiques de formation des quartiers culturels et créatifs, une spontanée et une planifiée. Même si, comme je l'ai dit, les deux ne sont pas si étanches l'une à l'autre, et il y a évidemment des croisements qui peuvent se faire. Ce n'est pas si caricatural que ça. Alors après, sur les autres critères finalement qui nous permettent de différencier les quartiers culturels et créatifs, bon, il y en a beaucoup, alors je vais me centrer sur les quelques-uns qui me semblent les plus importants. La question de la gouvernance, c'est l'absence finalement de gouvernance dans les quartiers spontanés, puisque à proprement parler, il n'y a pas de structure en tant que telle qui piloterait ou qui animerait, qui mettrait en réseau les acteurs culturels et créatifs. On est sur des choses qui sont plutôt autogérées, autoproclamées, et où chaque acteur mène sa propre activité, échange éventuellement avec les autres, mais il n'y a pas de volonté de porter à proprement parler l'étendard d'un quartier culturel et créatif. Ce qui par contre est le cas dans le cas des quartiers culturels et créatifs planifiés, où là généralement le pilotage, la gouvernance est très descendante. On est sur une gouvernance qui est souvent portée par l'aménageur public ou par une entreprise privée qui va effectivement chercher à attirer des industries culturelles et créatives sur le territoire, à les mettre en réseau, à soutenir leur développement, à mettre à disposition du matériel, des locaux, etc. Donc là, il y a une différence en termes effectivement de gouvernance. Après, il y a aussi une différence qui peut se faire sur le positionnement sur la chaîne de valeur entre des quartiers dont les activités culturelles et créatives sont plutôt orientées sur la création, et d'autres qui vont être plutôt orientés sur la diffusion. Donc sur la création, on peut penser à des quartiers qui vont concentrer majoritairement des ateliers d'artistes. Sur les quartiers plutôt tournés vers la diffusion, le cas un peu stéréotype, c'est les quartiers des musées, qui sont vraiment dédiés plutôt à la diffusion culturelle. On peut aussi les différencier en termes de niveau de spécialisation, au contraire de diversité en matière de secteurs culturels, avec des quartiers qui sont très spécialisés, art contemporain par exemple, d'autres qui vont être beaucoup plus pluridisciplinaires. Et puis également la position géographique de ces quartiers qui peut aller du central jusqu'au périphérique en passant par cette position péricentrale qui est souvent le cas des quartiers culturels et créatifs. Et ça, encore une fois, ces critères-là, vous pouvez les retrouver dans les tableaux qui sont présents en annexe sur les différents terrains que j'ai pu mobiliser dans le livre. Et concernant les dynamiques de réseau, tu montres bien comment... quelles sont finalement les conséquences de l'ancrage territorial en termes de réseau artistique. Est-ce qu'on peut dire que cette concentration territoriale d'activités culturelles et créatives crée davantage de coopération entre les artistes, mais aussi des coopérations plus transversales entre créatifs et artistes, par exemple, et transversales à tout le quartier, ou est-ce que, au contraire, se développent plutôt des groupuscules et une forme d'entre-soi éventuellement? Alors, moi, je crois que les travaux de l'école de la proximité ont bien montré que la proximité spatiale n'était en aucun cas suffisante pour produire des coopérations et qu'il fallait quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'est ce que l'école de la proximité appelle la proximité organisée, qui a été déclinée ensuite dans plein d'autres formes, proximité relationnelle, proximité de valeurs, etc. Donc déjà, il faut effectivement se garder de ce déterminisme spatial, j'ai envie de dire. Néanmoins, la proximité spatiale joue un rôle effectivement dans la réalité des dynamiques relationnelles au sein de ces quartiers culturels et créatifs. Alors peut-être déjà un constat, c'est la grande diversité finalement de la densité des réseaux d'un cas à un autre. Et ça va en partie répondre à la question. Si on reprend le cas des Olivettes, et vous le voyez sur la gauche, le graphique de réseau des Olivettes, on est sur un réseau très très dense. Je vous ai mis la même figure, mais dans le cas du M50 à Shanghai, où on est sur des galeristes et des artistes qui, en fait, eux, ne coopèrent que très peu, ont quelques relations, mais c'est de l'ordre vraiment du ponctuel, et c'est très peu poussé. On est finalement plus sur un mode de co-présence, de co-localisation au sein d'un même quartier, pour bénéficier ensemble de la réputation artistique de ce quartier-là et du flux de touristes que ça produit. Mais à proprement parler, il y a assez peu de collaboration entre les acteurs présents sur le quartier. Donc c'est très variable d'un cas à un autre. Alors, je disais que tout à l'heure, la proximité spatiale joue quand même un rôle. Si je reprends le cas des Olivettes, et c'est le cas dans beaucoup d'autres quartiers que j'ai pu observer, néanmoins, c'est quand même une grosse concentration
de travailleurs culturels et créatifs qui fréquentent les mêmes rues, qui se croisent dans les mêmes ruelles, qui fréquentent les mêmes restaurants le midi, les mêmes bars et cafés le soir, qui vont souvent se retrouver dans les événements culturels organisés dans le quartier, qui vont se croiser dans des réunions et ainsi de suite, qui appartiennent au même milieu, le milieu culturel et créatif, partagent un même territoire, partagent souvent des valeurs communes, partagent aussi les mêmes galères, pour le dire un peu rapidement, mais les mêmes préoccupations, les mêmes difficultés professionnelles de la précarité, des travailleurs indépendants, des auto-entrepreneurs, des très petites entreprises, des secteurs culturels et créatifs, de la précarisation, du travail au projet, qui nécessite d'être extrêmement souple, adaptable et qui produit une forte précarité économique de ces travailleurs-là. Donc d'une certaine manière, c'est la complémentarité d'à la fois proximité spatiale et proximité de valeurs et d'un partage d'une situation commune au sein des secteurs culturels et créatifs qui va, les deux se croisant, favoriser des formes de coopération, de solidarité, de systèmes d'entraide, de don contre don, de collaboration. On va partager un même espace de travail parce que sans ça, on n'a pas les moyens d'avoir un espace de travail. On est obligé de travailler chez nous. On va collaborer entre architectes indépendants parce que sans ça, on ne fait pas le poids pour répondre à des gros appels à projets face à des grandes agences d'architecture, etc. Alors après, sur le volet à quel point c'est transversal, à quel point ça crée au contraire des formes de groupuscules. Où il y a clairement des sous-réseaux à l'intérieur de ces grands réseaux que je vous ai présentés sur les graphiques. Ce que vous voyez ici, c'est le cas du quartier Beria à Grenoble. Et les différentes couleurs correspondent en fait aux espaces de travail partagés, type espace de coworking, tiers-lieu culturel. Et en fait, on voit très clairement qu'il y a des sous-groupes avec des réseaux très forts à l'intérieur de ces espaces de coworking, de ces espaces de travail partagés, mais des liens qui sont plus faibles entre ces différents lieux. Donc clairement, il y a effectivement c'est pas un réseau homogène où tout le monde se connaît, tout le monde travaille ensemble dans la bonne humeur et la bonne entente. Il y a évidemment aussi des logiques de sous-réseaux d'une certaine manière qui se constituent. Et c'est également visible avec une différenciation assez forte entre les mondes de l'art et de la culture d'un côté et les mondes des entreprises, des industries créatives de l'autre. Où souvent, on observe, on l'a mis notamment en évidence dans un article avec Charles Ambrosino, sur une densité de réseau au sein du quartier Beria à Grenoble, très forte entre les artistes et autres acteurs culturels, très forte entre les entrepreneurs créatifs type architectes, designers, graphistes, mais entre ces deux mondes-là, les liens de collaboration sont beaucoup plus faibles. Donc il y a aussi effectivement des logiques c'est aussi lié à la réalité économique de ces secteurs-là, où les secteurs des industries créatives sont beaucoup plus insérés dans les logiques de marché, de réponse à des commandes, etc., et beaucoup moins sur des logiques de création, comme peuvent l'être les artistes. Donc on est aussi sur des mondes qui cohabitent dans un même quartier, mais échangent de manière moins importante qu'en interne. Alors, je pense qu'on a tous déjà, ou en tout cas, on est nombreux à avoir déjà parcouru un quartier culturel et créatif et à en avoir saisi une forme d'ambiance. Et c'est pas toujours facile à décrire cette ambiance. Moi, quelque chose qui m'a bien plu dans ton ouvrage, c'est les notions et les concepts que tu développes, donc issus de la géographie. Et très intéressante pour des sociologues. Est-ce que tu peux nous parler de notamment la façon dont tu rends compte de manière objective de cette ambiance des quartiers culturels et créatifs? Alors là, c'est la force de la géographie, je dirais, c'est l'ouverture pluridisciplinaire. Et donc, mon approche des ambiances, elle a été très largement façonnées par ma participation à un projet de recherche qui s'appelait, parce qu'il est terminé, Skyna, qui était justement un projet interdisciplinaire, pluridisciplinaire, sur la question des scènes culturelles, des scènes artistiques et de leur lien au territoire, avec des approches justement diverses au niveau disciplinaire et un axe fort de travail sur la question des ambiances. Et je me suis vraiment nourri, et donc là je rends notamment hommage aux travaux de Jean-Paul Thibault, de Rainer Kasig, sur ces questions d'ambiance, où voilà, eux, c'est leur domaine de spécialité. Et c'est vrai que travailler au contact et être ouvert disciplinairement à travailler avec des gens qui ont des approches différentes sur des objets qui sont aussi géographiques d'une certaine manière, c'est très, très enrichissant. Alors,
sur le fond, tu l'as dit, bah, oui, l'ambiance c'est intangible, c'est difficile à saisir et en même temps c'est là. C'est là et on l'a tous expérimenté, l'atmosphère, on est dedans. Donc de fait on l'expérimente et en ayant du mal à l'expliciter, à l'objectiver. Alors d'un point de vue méthodologique, donc je me suis notamment appuyé donc, sur le travail de Jean-Paul Thibault qui a défini dans le programme, dans le projet Skyna, 3 descripteurs d'ambiance. La consistance, c'est-à-dire le degré de coalescence, d'homogénéité des composantes du territoire. Ça, c'est le premier descripteur. Le second descripteur, c'est la prégnance. Là, c'est l'intensité, le degré d'intensité de l'ambiance. Comment l'ambiance s'applique aux personnes qui sont dedans et sans leur permettre d'y échapper. C'est-à-dire que c'est une ambiance qui est tellement forte, qui est tellement intense, qui est tellement prégnante qu'on peut difficilement y échapper. Et puis le troisième descripteur, c'est la persistance. Donc là, c'est la dimension temporelle de l'ambiance. Est-ce que l'ambiance perdure dans le temps ? Est-ce qu'elle varie au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure des périodes de l'année ? Est-ce qu'elle est événementielle, ponctuelle, ou est-ce qu'au contraire, elle est durable, pérenne ? Et c'est vrai qu'à partir de ces 3 descripteurs d'ambiance, ça permet de qualifier les ambiances de façon un peu plus objective et de différencier du coup les niveaux d'ambiance ou les caractéristiques des ambiances au sein des quartiers culturels et créatifs. Alors, clairement, dans ces quartiers culturels et créatifs, je vais peut-être mettre quelques photos qui justement vont nous immerger dans l'ambiance de certains quartiers culturels et créatifs. La présence forte d'activités culturelles et créatives dans une portion restreinte de la ville influence l'atmosphère de ce territoire-là. Et ça tient à la nature même des arts et de la culture. C'est qu'une œuvre d'art, pour exister, doit être vue. Donc, de fait, les acteurs de ces secteurs ont tendance à chercher à se rendre visibles, à se mettre en contact des publics, à déborder des lieux culturels dédiés, notamment dans l'espace public. Ce qui va du coup influencer à la fois les caractéristiques matérielles des territoires. On peut penser à la réhabilitation de friches industrielles en lieux culturels. Là, je vous ai mis une photo d'une ancienne halle Eiffel dans le quartier Beria à Grenoble, réhabilitée en Centre national d'art contemporain, le magasin. Ça influence également les éléments sensibles, le bruit, la vue, des concerts dans l'espace public, la présence d'œuvres dans l'espace public également, qui vient transformer du coup l'expérience sensible des usagers du territoire. Et puis ça vient enfin influencer les pratiques et les interactions sociales au sein de ces territoires. C'est-à-dire que de quartiers comme le quartier Beria par exemple, qui ont été longtemps laissés en friche suite au départ des activités industrielles, on passe progressivement à des quartiers qui sont fréquentés par divers publics qui viennent assister à un concert, qui viennent assister à un spectacle de théâtre, qui vont ensuite boire un verre en terrasse, participer à des cours de danse et ainsi de suite. Donc ça influence les pratiques et les interactions sociales au sein de ces territoires. Donc, en gros, ça influence les 3 principaux éléments composant ce qu'on appelle les ambiances. C'est effectivement très variable d'un cas à un autre, puisque d'un quartier comme le M50 à Shanghai, par exemple, qui n'est composé quasi exclusivement que de galeries d'art et d'ateliers d'artistes, dans une enclave très petite, piétonne uniquement, où les seuls gens qui fréquentent le lieu sont des gens qui soit travaillent ici, dans le secteur culturel, soit viennent visiter les artistes et les galeries. Là, on a une ambiance qui est à la fois très consistante, tous les éléments tournent autour de l'art et de la culture, très prégnante, parce que ça fait une bulle dans laquelle sont immergés les publics et les touristes et visiteurs. Et c'est aussi une ambiance persistante, parce que même si ça varie au fur et à mesure de la journée, c'est plus animé l'après-midi que le matin, les lieux sont présents toute l'année et ce n'est pas uniquement ponctuel lié à l'événement. Ce qui va être très différent, par exemple, dans un cas comme le canal de l'Ourcq, où là, l'ambiance artistique est beaucoup plus diluée, parce qu'on est sur un quartier qui s'étend le long du canal de l'Ourcq sur plusieurs kilomètres. On est sur des éléments qui ne sont pas que culturels. Il y a beaucoup d'autres fonctions le long du canal de l'Ourcq, résidentielles, commerciales, encore industrielles également. Et puis, c'est pas persistant parce que l'ambiance artistique le long du canal de l'Ourcq, elle est en fait très liée aux événements. Et les événements se concentrent principalement sur la période printanière et estivale. Et donc, l'ambiance artistique va être beaucoup moins forte en dehors de ces périodes-là. Alors, d'un point de vue vraiment très concret, méthodologique, pour répondre pleinement à ta question, il y a des éléments tangibles
qu'on peut observer en tant que chercheur ou chercheuse. Les interactions, les pratiques sociales, on peut les observer, les recenser sur le terrain. La transformation esthétique des lieux, on peut également l'observer directement. Puis après, il y a un certain nombre d'éléments liés à l'ambiance qui sont propres aux expériences vécues par les différents usagers du territoire, et où là, du coup, je les ai approchés par les entretiens avec les publics, avec les visiteurs, avec les touristes, pour les questionner justement sur leurs expériences vécues de ces quartiers. Tu montres aussi que les quartiers culturels et créatifs sont médiatisés, mais pas tous à la même hauteur. Finalement, il y en a qui bénéficient de plus de posts sur les réseaux sociaux, d'autres plus d'articles dans la presse, que d'autres plus de résultats sur le web, et qu'il y a donc des leaders médiatiques, mais je ne suis pas sûre que ce soit l'expression que tu utilises dans ton livre, hein. Et ces leaders-là, on va dire, sont relayés pour leurs attributs explicitement artistiques et culturels. Comment tu expliques cette différence de médiatisation ? Et pourquoi finalement, on peut comprendre que les attributs artistiques et culturels soient mis en avant, mais pourquoi plus pour certains quartiers que d'autres ? Est-ce que c'est lié à la planification, au caractère spontané ou autre chose ? Il y a plusieurs facteurs qui se combinent pour expliquer cette différenciation du niveau de médiatisation et donc de notoriété à la fois médiatique et souvent touristique des quartiers culturels et créatifs. Un premier facteur, c'est la taille ou la réputation de la ville dans laquelle est implanté le quartier. Voilà, je vous ai mis quelques illustrations de la médiatisation à l'échelle internationale d'un quartier d'artistes comme le M50 à Shanghai. Si on transplantait le M50 dans une ville de taille moyenne, c'est pas sûr qu'il aurait cette notoriété et cette attractivité touristique internationale qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il bénéficie aussi finalement de son intégration dans une ville qui est de fait attractive au niveau international pour les touristes, même si aujourd'hui il fait partie des top things to do dans la liste des guides touristiques, etc. Donc il fait partie, il contribue à cette attractivité de la métropole de Shanghai, mais il est évidemment un élément parmi d'autres. Donc la taille et la réputation de la ville jouent évidemment. Les moyens déployés en termes de stratégie marketing jouent également fortement, et donc là, les quartiers qui sont planifiés ou qui sont labellisés ont un énorme coup de boost en termes de mise en avant d'un point de vue médiatique, parce qu'il y a derrière des stratégies marketing portées par des entreprises privées, portées par les pouvoirs publics, dans un objectif de renforcement du rayonnement et de l'attractivité territoriale, qui de fait met en avant ces quartiers. Et puis, il y a aussi la question du positionnement sur la chaîne de valeur. Si on prend un cas comme le quartier des Olivettes, on est beaucoup sur des activités soit de création artistique, soit des activités de type industrie créative. Donc, on est plutôt sur du business to business, des architectes, des designers qui vont travailler avec d'autres professionnels du secteur, mais qui n'ont pas pour vocation, ça ne fait pas partie de leur mission ou de leur projet fondamental, que d'être visible auprès du public, d'attirer du public. C'est pas dans leur mission fondamentale. Et donc, de fait, la réputation du quartier des Olivettes en tant que polarité culturelle et créative, elle n'existe que dans les milieux culturels et créatifs nantais. Où effectivement, la rue des Olivettes, tous les architectes nantais la connaissent, l'ont repérée, savent où elle est. Et c'est la rue des architectes, des designers à Nantes. Pour le grand public, non. Alors qu'un quartier comme le M50, qui va concentrer des galeries d'art, des ateliers d'artistes qui présentent leurs œuvres, leur objectif premier, c'est effectivement d'être visible, d'attirer du public. Et donc, de fait, les stratégies qu'ils développent visent à se rendre visible et à y attirer du public. Donc, ça joue aussi fortement. Merci. Justement, restons sur la question des publics. Tu fais le constat que malgré des dynamiques collectives et un engagement territorial des acteurs culturels qui font de ces territoires des territoires créatifs, l'ouverture de la culture à tous les publics reste incomplète, difficile, fragile. Alors, je te propose de revenir sur les raisons pour lesquelles les publics ne se sentent pas concernés. Qu'est-ce qui freine ces espaces dans leur capacité à organiser des occasions de partage et d'interaction et finalement d'émancipation par la culture ?
Ça, c'est une vaste question. On pourrait y passer la fin de la séance. Hein. Alors peut-être parce que l'accent de ta question met finalement tout de suite sur l'échec, d'une certaine manière. Et je vais peut-être prendre le temps quand même de venir aussi sur les actions qui sont mises en place et sur ce que ça apporte. Et avant de finir peut-être sur les limites. Mais peut-être déjà un premier élément de réponse, voilà, j'ai fait un travail du coup de typologie sur les formes d'engagement des acteurs culturels. Donc là, je recentre le propos vraiment sur les acteurs culturels et non plus créatifs, dont, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mission première, c'est plutôt de développer leur activité économique, pas de toucher les publics. Donc là, je me centre vraiment pour cette question en particulier sur les activités culturelles au sein de ces quartiers. Un premier élément de réponse, c'est que du coup, dans cette typologie des formes d'engagement des acteurs culturels dans leur territoire de proximité, en particulier à l'échelle du quartier, dans cette typologie, il y a une première catégorie qui est l'absence d'engagement, c'est-à-dire des acteurs culturels qui ne cherchent pas à tisser du lien à l'échelle locale, à l'échelle de leur quartier. Le quartier, et parfois même la ville, n'est pas en fait une échelle d'action centrale dans leur projet. Alors ça concerne notamment des lieux culturels qui vont être vraiment tournés sur des missions de soutien à la création artistique, souvent extrêmement pointues, et des missions de rayonnement à l'échelle nationale et souvent internationale. Et où du coup le quartier n'est pour eux en fait pas une échelle d'action pertinente. Mais ce qui amène du coup concrètement à un modèle de lieu culturel comme un îlot relativement fermé à son environnement de proximité. Alors ça se retranscrit de manière très concrète, par fermeture architecturale des lieux, très peu d'actions de médiation culturelle, très peu d'actions hors les murs, un manque d'hospitalité dans l'accueil. Je pense que vous avez peut-être toutes et tous fait l'expérience de lieux culturels qui sont plus ou moins hospitaliers. Des tarifs qui peuvent être extrêmement élevés, etc., qui témoignent de cette logique de l'îlot, finalement, de lieux qui se destinent plutôt à un rayonnement national et international et ne se préoccupent pas, ou très peu, de leur environnement proche. Alors ça concerne une minorité, mais néanmoins une minorité non négligeable de lieux culturels, qui est certes en baisse, je pense, ces dernières années, au vu des injonctions institutionnelles à la participation culturelle, aux droits culturels, etc., où quand même les établissements culturels sous tutelle sont quand même poussés à ne plus être dans ces logiques d'îlots. Mais bon. C'est pas toujours le cas quand même. Alors après, sur des formes, dans cette typologie des formes d'engagement dans le territoire de proximité, j'en ai identifié, je vous les ai mis sur le tableau et que vous pouvez retrouver dans le livre, formes d'engagement territorial de nature informelle, partenariale, culturelle et culturelle territorialisée. Je ne vais pas avoir le temps de détailler toutes ces formes d'engagement, mais je vais me centrer peut-être sur un exemple avec la forme d'engagement territorial informel. On est là en dehors de toute forme de projet ou d'action culturelle formalisée. On a là affaire à des artistes et autres acteurs culturels qui sont présents au quotidien au sein de leur territoire, au sein du quartier, dans une posture d'ouverture à l'autre, d'hospitalité, d'accueil, et donc cette position d'ouverture va favoriser le nouage de liens informels avec les voisins, avec les gens qui habitent autour, qui travaillent autour, des liens de voisinage, tout ce qu'il y a de plus anodin, mais qui n'est pas si anodin que ça, parce que ça va finalement permettre de créer des liens d'interconnaissance, des liens interpersonnels, ce qui va constituer ce que j'ai qualifié de petites étincelles. Je prends un exemple très concret de cet habitant qui n'a jamais envisagé, ne serait-ce que de mettre le bout d'un orteil dans une galerie d'art contemporain, et qui, parce qu'il connaît le propriétaire de la galerie d'art Paradise dans le quartier des Olivettes à Nantes, aujourd'hui est un fervent pratiquant, usager de cette galerie d'art et ne rate pas un vernissage, ne rate pas une nouvelle exposition. Et tout ça parce qu'effectivement, il connaît personnellement le directeur de cette galerie d'art en tant que voisin. Ils ont noué une relation interpersonnelle et que ça a permis, c'est l'idée de la petite étincelle, a permis par cette relation interpersonnelle d'abaisser une frontière symbolique qui peut empêcher certaines personnes de se sentir autorisées ou intéressées à franchir la porte de lieux culturels institutionnels. C'est évidemment très ponctuel, on est sur de l'ordre de l'anecdotique, et en même temps, c'est du travail social, culturel, discret, qui, à mon avis,
multiplié, fait toute la richesse en fait, des actions culturelles territorialisées qui s'ouvrent justement sur le territoire et permettent de créer des liens, certes ponctuels, certes informels, mais qui sont parfois beaucoup plus forts que des actions beaucoup plus descendantes de démocratisation culturelle. Alors, sur la question des limites, pour quand même effectivement y venir, la limite de l'activation des droits culturels et même de la démocratisation culturelle, et si on va plus loin, les limites de la participation culturelle et de la démocratie culturelle, on voit qu'il y a un certain nombre de barrières symboliques, de barrières sociales qui se maintiennent fortement, y compris dans ces quartiers culturels et créatifs, qui sont pourtant maillés par une offre culturelle diverse, par des projets culturels collectifs qui croisent différents lieux, des lieux de danse, des lieux de théâtre, etc. Et malgré tout, on voit cette fragilité finalement de l'ouverture de la culture à toutes et à tous. Alors, peut-être pour prendre un exemple très concret qui est assez parlant à mon avis, c'est une compagnie de danse qui avait pour projet de s'installer dans un lieu culturel dans le quartier des Olivettes à Nantes. Pendant le temps des travaux de la réhabilitation de ce lieu-là, ils ont fait le choix de s'installer dans la maison de quartier des Olivettes pour préparer justement leur arrivée, commencer à nouer des liens avec les habitants. Ils se sont donc installés dans la maison de quartier, qui est une maison de quartier gérée par les habitants pour les habitants. Ce qui leur a permis d'avoir une participation très élevée des habitants à tous leurs ateliers, à toutes leurs résidences d'artistes ouvertes au public, etc. Et puis, le temps des travaux s'est terminé, ils ont investi leur lieu culturel étiqueté danse. La porte est restée ouverte, mais plus personne ne venait. Ils croisaient les gens dans la rue et leur demandaient on ne vous voit plus, pourquoi ? Et une des réponses des gens, c'était on pense que c'est pas fait pour nous. Et ce qui montre bien qu'alors même qu'il y avait déjà un lien qui avait été créé, le fait d'entrer dans des murs qui sont étiquetés culture institutionnelle, d'une certaine manière, oui, ça refroidit les ardeurs de certains et certaines. Donc ça renvoie quand même effectivement aussi à la conception parfois très descendante de la culture qu'on peut avoir, très institutionnelle en France, de cette fameuse ouverture, démocratisation, démocratie culturelle, de considérer des publics dits, et je mets les guillemets, éloignés de la culture institutionnelle. Ça pose effectivement la question d'une vision plus horizontale en fait de la culture, de comment considérer à égale dignité la culture de toutes et tous, et non pas de considérer la culture institutionnelle au-dessus des autres, ce que bon nombre évidemment d'acteurs culturels dans les quartiers culturels créatifs et ailleurs sont profondément engagés dans cette vision-là, et on voit que malgré tout ça reste évidemment un chantier à mener. Merci. Alors, j'ai envie de rester sur les habitants. Je me demande quel rôle les habitants sont amenés à tenir ou à avoir dans la fabrique même des quartiers. Est-ce qu'il y a une place pour la gouvernance citoyenne des activités ? Est-ce que finalement tu as pu observer des initiatives vertueuses ? Alors, je vais peut-être le faire en deux temps. Un premier temps plus positif. Dans les quartiers spontanés, notamment, alors il n'y a pas là pour le coup de gouvernance du quartier, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a néanmoins, on observe dans bon nombre de cas, une implication des habitants dans la vie culturelle, qui peut être même parfois très proactive et qui du coup, avec des habitants et des associations habitantes qui sont finalement, qui travaillent main dans la main avec les acteurs culturels professionnels du territoire. Dans le cas des Olivettes, par exemple, il y a vraiment une association d'habitants qui a été très proactive dans la phase de friche du quartier dès les années 1980-1990, alors que le quartier était largement laissé à l'abandon par la municipalité. À ce moment-là, il y a une association habitante qui s'est vraiment mobilisée pour redynamiser le quartier, notamment dans sa vie sociale et culturelle, et qui a travaillé à nouer des relations fortes avec des collectifs d'artistes qui s'implantaient dans les friches du quartier. Et ces liens ont parfois perduré avec certaines associations culturelles qui sont toujours présentes dans le quartier. Bon, beaucoup de ces associations ont aussi disparu du quartier avec les logiques de gentrification, on pourra en reparler plus tard. Et voilà, je vous ai mis un exemple ici, mais d'un travail qui a été mené justement par une compagnie d'artistes du quartier des Olivettes en collaboration avec les associations d'habitants, et où on est vraiment sur un travail culturel, social, qui se fait de façon horizontale entre professionnels de la culture et habitants, et une valorisation du coup des ressources et des richesses du territoire et donc de ses habitants. Dans les cas plus institutionnels de quartiers culturels et créatifs, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gouvernance elle est souvent très descendante, très institutionnalisée.
Donc l'habitant est souvent pas vraiment une question. Alors la question de la vie sociale, de participer à la vie culturelle du territoire, etc., c'est souvent présent dans les discours de communication, dans ces quartiers culturels et créatifs. Dans la réalité, après des faits, on est souvent sur des logiques très descendantes qui impliquent assez peu, à proprement parler, les habitants. Alors c'est intéressant parce que dans le cas du canal de l'Ourcq, où justement la stratégie de marketing de labellisation de ce canal de l'Ourcq comme un quartier culturel et créatif, j'ai eu l'occasion de le suivre d'assez près. Et voilà, je sais que dès le départ, cet enjeu de comment impliquer les habitants dans cette stratégie politique portée par une agence de tourisme avec des acteurs culturels, ça a été une question de comment on ne fait pas un truc descendant et où les habitants découvrent du jour au lendemain on habite dans un quartier labellisé quartier culturel et créatif, mais où en fait ça fait aucun sens pour eux. Donc il y avait cette question-là. Après, quand on voit l'évolution et la construction progressive du projet, autour de la table, discutent les acteurs professionnels de la culture et du tourisme, avec des objectifs qui sont quand même très tournés, marketing territorial, attractivité des touristes, des visiteurs, etc. Et où la parole et le point de vue des habitants est sinon absent, au moins très peu présent. Pour ce qui est des professionnels donc de la culture, tu abordes en fait différents modes d'organisation sociale et urbaine de ces professionnels, avec des notions, dont une dont tu as déjà un peu parlé, l'îlot, mais également le village, le club. Donc 3 formes d'organisation différentes. Est-ce que tu peux revenir sur ces configurations et en nous montrant comment elles peuvent se combiner aussi parfois. C'est-à-dire c'est pas forcément... Voilà. En fait, oui, c'est plutôt cumulatif, ou ça s'articule. Souvent, on le retrouve de manière plus ou moins prononcée au sein de chaque quartier culturel et créatif. Mais effectivement, c'est pour approcher l'organisation socio-spatiale des travailleurs culturels et créatifs au sein de ces quartiers. Je l'ai fait au travers de 3 notions. Donc la première, c'est celle de l'îlot. Donc là, c'est en particulier très fort dans les quartiers culturels et créatifs planifiés par les pouvoirs publics ou des entreprises privées, qui vont définir un périmètre dans lequel ils vont concentrer des activités culturelles et créatives. Ce qui crée de fait un risque de déséquilibre très fort en matière d'offres culturelles à l'échelle territoriale, à l'échelle de la métropole, à l'échelle de l'agglomération. C'est-à-dire politiquement, on cherche volontairement à surconcentrer l'offre culturelle dans un périmètre délimité de la ville. Mais du coup, quid de l'offre culturelle sur le reste du territoire? Quid des investissements financiers restants pour les projets culturels qui se développeraient en dehors de ce périmètre identifié finalement comme prioritaire en matière d'action culturelle et de marketing territorial? Alors là, je vous ai mis la carte du quartier de la création qui est assez représentative justement de cette logique de surinvestissement et de surconcentration des équipements culturels dans une partie réduite de la ville, et qui pose la question des autres projets qui se dérouleraient en dehors finalement de ce périmètre délimité. Ça pose un vrai enjeu, une vraie question en termes d'inégalité territoriale dans l'accès de la culture à toutes et à tous en fonction de son lieu de résidence et évidemment de son niveau de revenus. Si on prend un exemple comme la ville de Marseille, qui a une offre culturelle quand même très concentrée dans les parties centrales de la ville, dans les arrondissements centraux. Je fais notamment référence au travail de Boris Grésillon qui l'a plutôt bien montré. Cette concentration dans les quartiers centraux de l'offre culturelle marseillaise, dans le contexte d'une ville qui est très étalée spatialement, et où notamment les quartiers périphériques du nord de la ville, qui sont spatialement très éloignés, et la distance spatiale, s'ajoute à la distance spatiale une distance temporelle, parce que ce sont les quartiers qui sont les moins bien desservis en transport en commun. Et à cette distance à la fois spatiale et temporelle s'ajoute le fait qu'on est sur les quartiers qui concentrent les populations les plus pauvres de la ville de Marseille. Si bien que vous avez une distance géographique, spatiale, temporelle et sociale très forte à la majorité de l'offre culturelle marseillaise qui se concentre dans le périmètre euro-méditerranéen qui a été le plus rénové, le plus investi, notamment dans l'année capitale européenne de la culture en 2013, et qui vient clairement poser la question de ces inégalités territoriales dans l'accès à la culture. Donc ça, c'était pour l'îlot.
pour ensuite le village et qui donc vient potentiellement se surajouter à ce risque d'accroissement des inégalités territoriales dans l'accès à la culture pour toutes et tous. Le village, c'est l'idée qu'au sein de ces quartiers culturels et créatifs, les professionnels de la culture et de la créativité revendiquent à la fois des pratiques et des représentations qui font référence directe au mythe du quartier-village. On habite et on vit dans le quartier du Panier à Marseille, on est dans un village, on se connaît toutes et tous, on peut s'entraider toutes et tous, voilà. On sort dans la rue, je ne peux pas traverser la rue sans m'arrêter 3 fois et discuter pendant un quart d'heure, parce que je connais tout le monde. Voilà. C'est cette idée du mythe du village et de la solidarité locale, évidemment, qui nécessite d'être largement déconstruit dans ces réalités. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, si je prends le cas du Panier, par exemple, c'est les travailleurs créatifs ou des habitants qui vont vous dire alors moi, j'habite pas à Marseille, j'habite au Panier. Au quotidien, je fais tout pour ne pas avoir à sortir du Panier. Quand vraiment il faut, je descends à Marseille et ensuite je remonte au Panier. Et dans le « je descends à Marseille », sous-entendu, le Panier ne fait pas vraiment partie de Marseille. Et en plus, effectivement, il y a cette idée de descendre, parce que le Panier étant sur une butte, il y a vraiment effectivement à descendre les escaliers pour rejoindre le reste de la ville de Marseille. Alors là, je vous ai mis un exemple d'une carte mentale qui a été réalisée par une créatrice implantée rue du Panier. Et donc la consigne que je lui avais donnée, c'était « dessiner votre quartier d'implantation professionnelle ». Et voilà comment elle a dessiné le quartier du Panier. Un triangle. Les croix qui sont représentées représentent ce qu'elle a qualifié de ses amis, donc qui sont notamment beaucoup d'autres travailleurs créatifs et autres habitants du quartier du Panier. Et puis vous le voyez autour, un espèce de truc un peu vague, Marseille qualifié d'inconnu et de danger. Alors ça ne va pas toujours aussi loin, j'ai évidemment pris un exemple très, très parlant, mais il y a quand même bien cette idée d'une distinction finalement forte entre le quartier, ici du Panier, et le reste de la ville. Et donc l'idée du village, vous le voyez, c'est ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois on est sur des logiques de cohésion sociale, de solidarité, d'interconnaissance, d'entraide entre les habitants du même quartier, mais ça renvoie aussi à des logiques de séparation, de mise à distance, voire de sécession dans les cas les plus forts vis-à-vis du reste de la ville et du reste de la population de la ville ici de Marseille, mais c'est le cas dans bien d'autres exemples. Cette différenciation, elle s'appuie en plus sur une configuration souvent très enclavée des quartiers. C'est le cas au Panier, c'est le cas à Beria, ou encore aujourd'hui, la fracture spatiale avec la voie de chemin de fer qui sépare le quartier Beria du centre historique de la ville est encore appropriée par des travailleurs créatifs qui vont dire qu'ils n'ont pas le même comportement au sein du quartier Beria qu'une fois qu'ils franchissent la voie ferrée et qu'ils arrivent dans le reste de Grenoble, parce qu'en gros, quand ils sont dans Beria, ils sont à la cool, ils sont chez eux, ils connaissent tout le monde, et donc ils peuvent y aller en tongs et mal habillés, mal coiffés, ce qu'ils ne feraient pas en franchissant la voie ferrée. Et ce qui rappelle vraiment, il y a des détails dans le livre, ce qui rappelle vraiment des pratiques des ouvriers et des ouvrières du faubourg de Beria dans la période d'industrialisation de la ville de Grenoble. Et puis, la troisième et dernière notion qui permet d'aborder cette question d'organisation socio-spatiale des travailleurs culturels et créatifs dans ces quartiers, c'est la notion de club. Alors là, je ne vais pas vous le cacher, c'est un exercice un petit peu difficile, puisque ma thèse portait justement sur l'hypothèse d'émergence d'une logique de club au sein des quartiers culturels et créatifs. Donc, vous en parler en 2 minutes, c'est pas un exercice évident. Mais donc, pour le dire quand même assez rapidement, l'idée du club, c'est qu'au sein des quartiers culturels et créatifs se constituent progressivement des groupes de travailleurs culturels et créatifs au sein de ces quartiers qui vont se partager un certain nombre de biens et de ressources du type on se partage des informations, on se partage des locaux, on se partage du matériel, on s'ouvre nos carnets d'adresses respectifs, on se met en relation avec nos clients respectifs, on se passe des contrats les uns aux autres. Je vais te demander telle mission de sous-traitance, je vais te demander je vais te fournir tel marché parce que moi j'ai pas le temps de le remplir, donc c'est moi je te filme le client, le contrat. Ce qui va même faire émerger quasiment un marché secondaire du travail au sein du quartier, mais qui est réservé aux travailleurs culturels et créatifs de ce quartier-là, qui font partie du réseau, qui sont entrés dans le réseau. Parce que
il y a une forme de système de sélection, de contrôle des entrées dans les quartiers qui se met en place progressivement par différents biais, et c'est notamment très visible dans les espaces de travail partagés, type espace de coworking que vous pouvez voir sur les photos ici, dans lesquels, alors, on est sur des espaces de travail partagés où souvent, c'est un petit groupe d'artistes, d'architectes ou de designers qui ensemble vont louer ou acheter un bien immobilier qui est beaucoup trop grand pour leurs seuls besoins et qui du coup vont ensuite sous-louer les locaux, et ce qui va leur permettre de se maintenir dans un quartier dont les prix de l'immobilier sont en train de monter. Et cette sous-location va se faire sur un système de cooptation, c'est-à-dire que seules les personnes qui font partie de leur réseau personnel ou professionnel vont entrer, et seules évidemment les personnes qui travaillent dans les secteurs culturels et créatifs vont entrer. Et donc ce système de cooptation engendre une forme d'entre-soi. Et encore une fois, comme pour la logique du village, on est sur une forme d'ambivalence. C'est-à-dire que ces logiques de club, elles favorisent en fait le développement des activités artistiques et créatives, parce que ça permet de gagner en compétences. On se partage des compétences, on s'entraide, ça permet d'obtenir des contrats, ça permet d'accroître sa notoriété, de se faire connaître, de s'insérer dans les milieux professionnels. Donc il y a beaucoup de jeunes travailleurs, de jeunes architectes, de jeunes designers, dont plus de 50% du chiffre d'affaires repose sur des contrats obtenus au sein de ce club, au sein de ce réseau interne au quartier, par exemple ici des Olivettes à Nantes. Mais je parlais d'ambivalence, de l'autre côté, on est sur des logiques qui sont très marquées par l'entre-soi. Le système de cooptation, il est fait pour maintenir une forme d'entre-soi où on sait qu'on peut faire confiance à la personne parce qu'on la connaît ou parce que mon copain la connaît et qu'elle travaille effectivement dans les mêmes domaines que nous sans être tout à fait en concurrence. Donc on a à la fois des logiques de club qui peuvent être stimulantes, favoriser la créativité, le développement des activités artistiques et créatives, et dans le même temps qui peuvent au contraire être enfermantes. Parce que la créativité, ça nécessite quand même un minimum de confrontation à l'altérité, de diversité, etc. Et que la dynamique d'ouverture de la culture à toutes et à tous nécessite également une forme d'ouverture. Donc il y a un vrai enjeu ici, en termes d'équilibre finalement, entre... en termes d'ouverture de ces quartiers culturels et créatifs et des réseaux qui y sont ancrés, pour concilier à la fois les objectifs de soutien à la création artistique et d'ouverture de la culture à toutes et à tous, et en même temps l'intégration de ces quartiers culturels et créatifs dans la ville et leur ouverture à l'ensemble de la population. Parlons peut-être maintenant de l'antagonisme des politiques entre des politiques d'attractivité territoriale et des politiques qui visent la cohésion sociale. Donc ces politiques sont très visibles dans ces quartiers-là, et dans quelle mesure en fait ce sont des manifestations du néolibéralisme urbain? Alors, je dirais qu'en fait, justement, les quartiers culturels et créatifs, ils sont vraiment pleinement sur cette ligne de crête, cette ligne de tension, et donc cette ambivalence entre la ville néolibérale d'un côté et une ville cohésive d'autre part. Parce que d'un côté, ils sont vraiment à la pointe de l'avancée de la valorisation immobilière, du développement touristique et de la gentrification qui va façonner l'évolution de la ville aujourd'hui. Et donc là, on est sur des quartiers qui vont effectivement pleinement contribuer à la fragmentation socio-spatiale contemporaine. Mais en même temps, on est aussi dans ces quartiers culturels et créatifs sur des dynamiques qui vont au contraire renvoyer plutôt à des formes cohésives de culture, d'une culture de proximité. Je parlais tout à l'heure de projets culturels territorialisés qui sont ouverts à la population locale dans toute sa diversité, en considérant à égale dignité l'ensemble des cultures qui composent nos sociétés, et qui là du coup vont renvoyer effectivement à des dynamiques plutôt favorables à la cohésion sociale. Et ça renvoie effectivement du coup, dans le cas des quartiers culturels et créatifs planifiés, à la fonction qui est associée à la culture au sein de ces politiques urbaines, instrumentalisant la culture souvent en fait à des fins d'attractivité territoriale, de régénération urbaine, qui vont là largement du coup accélérer en fait, générer ou en tout cas accélérer les dynamiques néolibérales et donc d'exclusion sociale qui vont avec.
et en même temps une culture qui peut aussi être considérée pour sa vocation artistique et culturelle. Et donc là, chercher à contribuer finalement à la vitalité culturelle et sociale du territoire. Donc généralement, c'est ni tout blanc ni tout noir, il y a une forme d'ambivalence, de tension entre ces deux logiques-là. Encore une fois, il y a aussi le discours promotionnel, le marketing. Évidemment, on vise à la cohésion. Enfin, les projets vont essayer de promouvoir le fait qu'ils visent à faire rayonner le territoire, mais aussi à le rendre plus inclusif. Après, dans la réalité des faits, quand la valorisation immobilière à tout crin avance, on peut se poser la question de à quel point c'est vraiment un outil cohésif. Alors, j'ai mis exprès cette photo des machines de Lille à Nantes parce que c'est un exemple qui est assez symbolique justement de cette ambivalence de la fonction associée à la culture. Et les machines de Lille, c'est évidemment aujourd'hui un des emblèmes majeurs de l'image de la ville de Nantes comme une ville culturelle et donc attractive du point de vue touristique de par sa dimension artistique, le voyage à Nantes, etc. Donc clairement, c'est un outil au service du marketing et du rayonnement territorial de la ville de Nantes, notamment à destination touristique. Mais réduire les machines de Lille à ça, c'est oublier une partie de la réalité, c'est-à-dire que les machines de Lille, c'est aussi un projet culturel, artistique, qui fait sens sur le territoire local nantais. C'est aussi un projet qui rassemble encore, et ne se destine pas que au tourisme, mais qui rassemble aussi une partie, en tout cas, de la population nantaise. Pour les familles qui ont des jeunes enfants à Nantes, la sortie des machines de Lille, c'est aussi et encore un moment qui peut être fort et fédérateur, qui est un moment de déambulation dans l'espace public, gratuit, ouvert à toutes et à tous. Donc c'est pas que un outil marketing, c'est aussi un levier, un projet culturel qui fait sens du point de vue social et culturel à l'échelle locale. Et donc là, on a bien une forme d'ambivalence finalement qui est mise en évidence par cet exemple. Et tu montres que certains artistes ou créateurs sont amenés en fait à déménager puisque les prix des immobiliers augmentent. Alors déjà, comment est-ce que tu as observé ça, ces déplacements de créateurs et qu'est-ce que tu as remarqué? Alors peut-être pour commencer sur le point méthodologique, comment observer, c'est des formes d'évolution en fait, hein, de la composition sociale, économique du territoire. Alors il y a à la fois un traitement statistique, voilà, à l'échelle des quartiers, sur l'évolution des profils sociodémographiques des populations au fur et à mesure du temps. Donc là, l'appui, quand la statistique existe, s'appuyer sur ces statistiques avec effectivement une dimension temporelle importante, avec des points de référence. Alors, dans la majorité des quartiers, j'avais effectivement des statistiques qui pouvaient au moins revenir jusqu'au tout début des années 2000. Jusqu'à aujourd'hui, donc qui permettait aussi de voir des formes d'évolution et de les mettre en évidence statistiquement. Après, sur le volet spécifiquement artistique et culturel, c'est beaucoup par le recroisement des différents témoignages d'acteurs culturels historiques de ces quartiers qui sont toujours présents aujourd'hui et qui ont vu ces transformations, qui ont vu le départ et la disparition, la fermeture de très nombreux lieux culturels alternatifs, par exemple. Et donc, c'est en recroisant, finalement, ces expériences vécues par les acteurs historiques du quartier. D'ailleurs, que ce soit des acteurs culturels ou également des habitants, hein, qui, pour certains, sont présents depuis des dizaines et des dizaines d'années dans les quartiers et ont donc une expérience vécue très enrichissante de ce point de vue-là. La période d'observation, même si c'est quand même sur quelques années que j'ai pu observer ces quartiers-là, et donc on voit des établissements commerciaux qui prennent la place d'ateliers d'artistes. Donc ça, c'est aussi une observation directe qui peut venir compléter les analyses statistiques. C'est aussi des relevés dans la presse locale qui parlent, alors là des relevés du coup de la presse locale ancienne, début des années 2000, qui parlent justement de la vie culturelle dans ces quartiers, de quels étaient les lieux qui existaient, qui venaient d'être ouverts, etc., et qui aujourd'hui, on peut l'observer, ont disparu. Donc c'est recroisé aussi avec ça. Et puis enfin, sur les quartiers où il y a eu des recherches scientifiques au début des années 2000, c'est le cas par exemple pour le quartier Beria à Grenoble, où Charles Ambrosino avait travaillé sur les dynamiques culturelles et artistiques dans ce quartier. Et sur ce qui notamment était qualifié de l'archipel des squats artistiques à Beria au début des années 2000, et qui permet du coup là d'avoir une documentation aussi scientifique et d'observer comment
après une grosse quinzaine d'années plus tard, moi, dans mes enquêtes, où sont passés ces lieux-là, lesquels sont encore présents, lesquels ont disparu. Et c'est un peu le recroisement, je dirais, de toutes ces sources-là qui permet d'avoir des données, effectivement, sur la transformation progressive des activités culturelles présentes dans les quartiers. Et effectivement, du fait du réenchantement des ambiances dont on a parlé tout à l'heure, des nouvelles pratiques sociales et culturelles, de la nouvelle image de ces quartiers qui anciennement étaient souvent en friche, deviennent des quartiers entre guillemets branchés, des quartiers entre guillemets créatifs qui attirent du public, ça provoque une augmentation des prix de l'immobilier, du foncier. Ça provoque le remplacement progressif des habitants les plus précaires par des populations plus aisées. Ça provoque la hausse du standing des commerces et de l'ensemble du tissu économique de ces quartiers. Et donc, on a une transformation souvent profonde, souvent radicale, à la fois au niveau urbain, social, économique et culturel de ces quartiers qui se fait au détriment des populations les plus précaires. Parmi ces populations les plus précaires, on a les artistes underground, les artistes alternatifs, évidemment, dont le rôle est relativement limité en fait dans ce phénomène de gentrification. Là, je m'appuie notamment sur les travaux d'Éric Charme, d'Elsa Vivant, qui montrent assez bien que le rôle des artistes dans ces processus de gentrification, il est plutôt limité, plus des témoins, voire des victimes, plus que des facteurs de la gentrification. Les facteurs de la gentrification étant davantage les lois du libre marché immobilier, les investissements privés de l'immobilier et les projets urbains portés par les pouvoirs publics en partenariat avec les promoteurs immobiliers privés en vue d'une valorisation, voire même d'une spéculation immobilière, qui va du coup amener à des évolutions parfois radicales de quartiers culturels et créatifs, où certains voient tout simplement disparaître complètement les artistes. Et où on se retrouve avec des situations, je vous ai mis une photo du quartier Tianzifeng à Shanghai. Le quartier Tianzifeng à Shanghai, c'est un quartier qui, au début des années 2000, concentre de façon spontanée beaucoup d'artistes, de galeries d'art, qui, à partir de 2005, est labellisé officiellement par le gouvernement municipal de Shanghai comme un quartier créatif, avec les guillemets. Et qui, du coup, par le gouvernement municipal de Shanghai, est de fait valorisé comme une attractivité touristique. Avec toute la logique dont je viens de parler ici, de gentrification, plutôt ici de gentrification de nature touristique, commerciale. Une quinzaine d'années plus tard, vous vous baladez à Tianzifeng, je vous mets au défi d'aller trouver plus que 2 artistes. Il n'y en a plus. Il reste peut-être 1 ou 2 galeries d'art, mais vous n'aurez aucun souci, par contre, pour rencontrer des boutiques de souvenirs à destination des touristes, des bars, des stands de restauration rapide, etc. Donc des établissements commerciaux plus rentables qui ont les moyens de se localiser dans ce quartier qui est devenu beaucoup plus prisé, très attractif du point de vue touristique. Et donc on se retrouve dans la situation pour le moins paradoxale d'un quartier qui est toujours labellisé créatif, dans lequel il n'y a plus aucun artiste. Voire même plus, dans le cas de Tianzifeng, qui est très poussé, plus aucune dimension à proprement parler culturelle ou artistique. Donc, c'est là où effectivement les quartiers culturels et créatifs apparaissent vraiment à la pointe de ces logiques de valorisation immobilière, de valorisation touristique des espaces urbains. Et ça pose la question, in fine, de à qui profitent les dynamiques culturelles, si elles existent encore, au sein de ces quartiers culturels et créatifs. Et la réponse, c'est que généralement, ça ne profite pas à toutes et à tous, puisque ça ne profite pas aux populations les plus précaires, qui généralement ont été exclues par l'augmentation des prix de l'immobilier et la transformation radicale du tissu économique et commercial de ces quartiers. Et pourtant, il y a des initiatives de lutte contre la gentrification. Tu viens de l'expliquer, ça ne suffit pas pour que certains artistes ou créateurs restent dans le quartier. Finalement, ça pose aussi une question plus large. Et après, on passera la parole aux autres participants, qui est que comment concilier finalement une attractivité culturelle avec une recherche de justice sociale. Alors, le premier élément de réponse, c'est faut-il le vouloir déjà. Le premier élément, c'est il faut le vouloir. Concilier justement cet objectif d'attractivité et il faut vouloir, il faut qu'il y ait une volonté politique de préserver ces questions de justice sociale, d'accès à la culture pour toutes et tous. Et malheureusement, j'ai envie de dire, dans les politiques néolibérales aujourd'hui, c'est pas toujours une priorité. C'est-à-dire que
Les phénomènes de gentrification ne sont ni mécaniques, ni implacables, ni linéaires. C'est pas une fatalité. Ça relève quand même beaucoup de choix politiques qui dépendent en partie de la puissance publique et en partie, évidemment, aussi des promoteurs immobiliers privés et en partie aussi de la société civile et de sa mobilisation face à ces logiques néolibérales. Donc, mon premier élément de réponse, il est là. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il y ait une volonté politique de lutter contre les formes de gentrification. Parce qu'il y a des cas où, finalement, les projets urbains de type quartier culturel et créatif, comme d'autres, ont pour objet caché de contribuer à la gentrification. Donc bon, là, si c'est l'objectif, autant vous dire qu'il y a peu de risques que ça n'enclenche pas effectivement des logiques d'exclusion sociale et donc de gentrification. Les choix politiques, ils sont donc forts entre avoir une politique volontariste en matière de logement social au sein des quartiers culturels et créatifs, logement social pour l'ensemble de la population, ateliers logements sociaux à destination d'artistes précaires. Ça, c'est des politiques volontaristes qui peuvent limiter les formes de gentrification. Alors c'est sûr, ça ne fait pas tout, et souvent c'est bien trop ponctuel pour avoir un réel effet à long terme sur les logiques de gentrification au sein de ces quartiers-là. Mais en tout cas, disons que ça vient au moins tenter de limiter, à la différence de politiques immobilières qui viseraient, par exemple, c'est l'exemple que je vous ai mis ici, juste à côté du quartier M50 à Shanghai, où là on est sur de la promotion immobilière, de centres commerciaux et de logements haut de gamme, où là clairement l'objectif il est plutôt de contribuer à la gentrification et à la valorisation touristique du quartier du M50, enfin en fait plutôt là des abords, des quartiers alentours de ce périmètre du M50. Donc il y a effectivement déjà la question de la volonté politique. Pour aller un peu au-delà sur les formes quand même de contestation, de mobilisation, il y a quand même un certain nombre d'artistes et autres acteurs culturels et créatifs qui se mobilisent collectivement pour pouvoir se maintenir dans ces quartiers-là malgré la hausse des prix de l'immobilier, et notamment les logiques dont je parlais tout à l'heure de clubs au sein d'espaces de travail partagés. Ça participe à cette logique-là. C'est-à-dire on va se partager ensemble un espace de travail parce que ça va permettre de réduire les coûts et que c'est le seul moyen pour nous de se maintenir dans le quartier. C'est le cas, on le voit très fréquemment aux Olivettes, mais on le voit aussi dans d'autres quartiers. C'est une manière de résister, d'une certaine manière, et de se maintenir dans ces quartiers-là. Et pour certains cas, de maintenir du coup une culture alternative au sein de quartiers qui sont en cours de gentrification. Encore une fois, ça reste souvent finalement assez ponctuel et l'ensemble du quartier se gentrifie et on a quelques îlots alternatifs qui réussissent tant bien que mal à s'y maintenir. Un autre exemple peut-être, oui, voilà, je voulais projeter sur le cas de Stockcroft, qui est assez intéressant de ce point de vue-là dans les mobilisations face aux logiques de gentrification. Donc le Stockcroft, qui est donc le quartier culturel de la ville de Bristol, le quartier culturel autoproclamé par les habitants et des collectifs d'artistes du quartier. Donc c'est un cas assez original de ce point de vue-là. Il y a un côté, ils font preuve de dérision et voilà, ils ont une vision assez humoristique aussi de leur projet de valorisation du quartier Stockcroft en tant que quartier culturel de la ville. L'idée, c'est qu'on est sur un quartier populaire historiquement, multiethnique, et des habitants de concert avec des artistes du quartier se sont mobilisés pour justement lutter contre la spéculation immobilière dans le quartier en vue de maintenir ce caractère populaire et multiethnique qui caractérise historiquement Stockcroft. Par exemple, quand Tesco a cherché à s'implanter dans le quartier, ça a créé des émeutes. Pour vous donner un peu une idée. Donc il y a une vraie mobilisation citoyenne ici de lutte contre ces logiques de spéculation immobilière et de gentrification. Ce qui prend notamment la forme aujourd'hui d'une organisation collective qui vise à racheter des biens immobiliers dans le quartier pour les mettre au service de la communauté locale et les soustraire au libre marché immobilier et aux logiques de spéculation et de gentrification. Alors encore une fois, ça reste ponctuel. Aujourd'hui, il y a un bien immobilier principal qui a pu être que le collectif a pu acquérir par ce biais-là. Mais néanmoins, ça montre qu'il y a des dynamiques aussi citoyennes
ascendantes qui émergent face à ces logiques qui peuvent paraître parfois implacables de la néolibéralisation des politiques urbaines et de la gentrification que cela génère. Merci beaucoup. Je propose d'ouvrir les questions au public. Bonjour, merci à tous les deux pour cet exposé passionnant. C'est un sujet dont je ne suis pas du tout spécialiste, donc je m'excuserai déjà d'avance si je dis des bêtises. En tout cas, tout au long de la présentation, de la conversation, je me suis en effet posé la question de la gentrification et je suis revenue un peu dans mes imaginaires à propos des quartiers culturels et créatifs, notamment du Brésil, parce que je suis moi-même brésilienne. Et ce qui m'était venu à l'esprit par rapport justement à ces mouvements de gentrification, c'était une forme d'engagement citoyen dont vous aviez parlé juste à la fin, et qui venait souvent, et là j'aimerais savoir justement quel est votre avis, qui venait souvent aussi expliqué, justifié par une forme d'engagement militant, d'un engagement politique, parce que de ce que j'ai pu voir dans les quartiers culturels et créatifs au Brésil, c'est souvent des quartiers qui sont plutôt politiquement à gauche et qui vont justement contreposer ces politiques néolibérales. Est-ce que dans les cas des quartiers qui sont eux-mêmes planifiés et sous peut-être l'égide d'un gouvernement de droite ou j'en sais rien, est-ce qu'on voit des dynamiques qui sont différentes et qui s'expriment différemment, ou est-ce que de manière générale la vocation de ces quartiers artistiques est plutôt une vocation de gauche militante dans ce sens-là? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Alors, en fait, de ce que j'ai pu observer, c'est que finalement les cas de mobilisation, en particulier citoyenne, d'opposition à la gentrification et à la ville néolibérale, sont plutôt rares, plutôt ponctuels. Et donc je ne pourrais pas en tirer de généralité. Alors c'est pour ça que j'ai parlé du cas de Stockcroft, parce que c'est un cas un peu emblématique, mais qui en même temps est, en tout cas à ma connaissance, un cas un peu isolé sur les quartiers culturels et créatifs. Alors, ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir aussi des formes de tensions sociales au sein de ces quartiers, sans aller jusqu'à une mobilisation collective, citoyenne, qui irait brandir l'anti-gentrification, ou de chercher à contrer la gentrification. Parce que ce qu'on voit en fait, le plus souvent dans les quartiers culturels planifiés, puisque c'était aussi une partie de la question, c'est finalement des habitants historiques qui parfois ont pu réussir à se maintenir sur place grâce à du logement social, etc., ou des nouveaux habitants également, mais qui sont plus, qui vont plus, témoigner de conflits d'usage en fait, liés aux activités culturelles. Ça fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'animations, y compris tard le soir, et donc ça crée plutôt ce genre de conflit d'usage entre l'activité culturelle dans ces quartiers-là et la fonction résidentielle qu'ont une grande partie de ces quartiers. Donc ça, je l'ai notamment vu dans le quartier de la création sur l'île de Nantes. C'est le cas, il y a énormément de ce genre de conflits d'usage. C'est le cas aussi à Beria, il y a beaucoup de salles de concert. Et donc, on est plutôt... ce que j'ai pu observer, c'est que dans les tensions sociales qui ressortent, on est souvent de cet ordre-là, plus que des logiques vraiment de mobilisation anti-gentrification qui, dans les cas que j'ai pu observer, restent en fait assez circonscrits à quelques cas, justement. Et plutôt dans des quartiers qui se sont créés spontanément, j'imagine, ou pas forcément? Oui, si, plutôt, oui. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant aussi. J'ai deux questions. Je reviens sur deux moments de votre présentation. Le premier, c'était quand vous parliez autour de la notion d'ambiance, et vous parliez du fait que vous aviez interrogé les habitants, les touristes, les visiteurs sur leur expérience vécue de ces quartiers culturels et créatifs. Et je me posais la question des questions, des gros axes de questionnement que vous posiez pour rendre compte d'une expérience vécue d'un quartier. Voilà. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que en fait, les personnes qui travaillent dans ces quartiers culturels et créatifs, c'est aussi des gens qui y vivent? Est-ce qu'il y a une règle dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a certains facteurs qui font que oui, ils y vivent ou pas? J'y pensais notamment quand vous disiez qu'ils venaient en tongs dans le quartier de Beria à Grenoble. Je me demandais s'ils venaient de chez eux. Voilà. Merci beaucoup.
Je vais prendre dans l'ordre inverse du coup. Alors sur le fait qu'ils soient et travailleurs et habitants au sein du quartier, effectivement, il y a des cas où c'est plus ou moins fort. Dans le cas du Panier, à Marseille, c'est vraiment le quartier où il y avait la plus grande proportion de personnes que j'ai interrogées qui étaient à la fois travailleurs dans le quartier et en même temps habitants. Mais il y en avait aussi une part non négligeable à Beria et aux Olivettes. Dans d'autres, par exemple, le quartier M50 à Shanghai, c'est différent parce qu'il n'y a personne n'y habite quasiment. Donc c'est un petit peu différent. Et alors, il n'y a pas de loi générale à en tirer, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup, finalement, notamment dans le quartier du Panier, des projets de vie. C'est-à-dire des gens qui, parfois, avaient travaillé pendant des années dans un domaine qui n'avait rien à voir avec l'art et la culture, et puis perte de sens, volonté de retrouver du sens et de se tourner finalement vers cette vocation qu'ils avaient au fond d'eux dans des questions artistiques et culturelles, et d'allier à ça un mode de vie un peu différent, avec cette logique de proximité. Et donc la volonté, là c'était vraiment un choix de leur part d'habiter dans le même quartier que là où ils allaient travailler, et d'allier du coup travail et maison, et d'allier finalement vie professionnelle et vie personnelle, d'aligner en fait, plus que d'allier peut-être. Et ce qui amenait effectivement un certain nombre de travailleurs que j'ai pu interroger à être sur ce double statut finalement de pratique, d'usage et de représentation du quartier en tant qu'habitant et en tant que travailleur. Sur la première question du coup, sur l'ambiance, l'expérience vécue, c'est un élément qui est difficile à saisir et à enquêter. Moi, le prisme que j'ai essayé d'avoir, c'est de rendre les choses tangibles pour les personnes qu'on interroge. Si on, je sais pas, si de but en blanc on demande, caractérisez-moi l'ambiance de ce quartier-là, c'est quoi l'ambiance ? Les gens ils savent même pas de quoi on parle. Et c'est normal parce que comme on l'a dit, l'ambiance c'est quand même tellement intangible, tellement difficile à définir. Donc c'est plus finalement trouver des manières un peu détournées de venir questionner les expériences de ces personnes-là et le ressenti de ces personnes-là au travers des pratiques qu'ils ont du quartier. Et donc c'est vrai que souvent, partir des pratiques concrètes, c'est très tangible, c'est objectivable et c'est compréhensible pour les personnes. Et en partant de là, et rebondir sur des éléments en fait, qui émergent dans leur discours à eux, rebondir pour justement venir non plus seulement être sur les aspects pratiques, mais aussi sur les aspects sensibles. En rebond, finalement, c'est assez, ça se fait de manière beaucoup plus naturelle et du coup aussi de manière beaucoup plus approfondie. Alors après, sur les trucs un peu méthodaux très, très concrets, en passant par la carte mentale, c'est vraiment un objet qui permet aussi de réactiver le discours des personnes. C'est-à-dire, faire une carte mentale seule comme ça n'a pas beaucoup de sens. Moi, je les faisais plutôt à la fin de l'entretien, où il y avait déjà une relation de confiance qui avait été tissée avec la personne interrogée. Donc, lui demander de me dessiner les choses, c'était souvent assez troublant. Il y a beaucoup de personnes qui sont un peu, qui se demandent, c'est quoi, pourquoi vous me demandez de dessiner, voilà, qui s'y attendent pas. Mais souvent qui se prêtent finalement à l'exercice avec plaisir. Et en dessinant, me disent des choses et réactivent des souvenirs. Des choses auxquelles ils n'ont pas pensé pendant l'entretien et qui vont du coup me permettre de venir approfondir ces questions-là. Et puis en passant par le dessin, alors ça dépend évidemment des personnes, mais ça peut aussi venir justement toucher à des choses plus de l'ordre du sensible, plus que du concret des pratiques. Et puis j'avais un autre élément, mais qui m'est sorti de la tête entre-temps, sur ces aspects méthodologiques. Oui. Pour également contourner un peu la difficulté pour les gens d'exprimer et d'objectiver ce qu'ils ont ressenti, etc. Souvent, moi, je pose la question de est-ce que vous pouvez me raconter un souvenir que vous avez dans ce quartier-là ? Enfin voilà, ça dépend. Évidemment, c'est adapté au contexte, mais de passer par un souvenir, est-ce qu'il y a un souvenir marquant que vous avez ? Et ça peut être anecdotique, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, ça les amène à se souvenir de quelque chose, se remettre dans cette situation-là, et parfois, ça réactive
un discours qui va être plus sensible et plus riche à saisir pour l'enquêteur ou l'enquêtrice. Oui, merci beaucoup aussi pour cette présentation et ce travail extrêmement intéressant. Je voulais faire une remarque et peut-être une ou deux questions. La remarque, c'était, je pensais sur la distinction entre des contextes beaucoup plus néolibéraux centrés sur le tourisme et peut-être d'autres moins, par rapport au quartier que vous avez évoqué, le dernier de Shanghai, qui n'est pas le M50, mais là où il y a... Je me rappelle plus comment il s'appelle. Tianjifeng. Ça me faisait penser un peu à des choses qu'on retrouve au plus long cours, en dehors des questions des quartiers culturels et créatifs, en tout cas des années 2010, 2020, sur les quartiers, par exemple, de Paris, connus, je sais pas moi, Montmartre pour les artistes, ou Saint-Germain pour les artistes, les écrivains, écrivaines, etc. C'est ce genre de transformation d'une espèce de mythe de certains quartiers, qui n'étaient pas que des mythes, mais effectivement, aujourd'hui, on ne retrouve plus la même activité, mais l'image de cette activité reste. Hein, c'est-à-dire que les gens vont quand même... Voilà. Donc je me disais, est-ce qu'il y a un peu une distinction d'un format qu'on pouvait trouver dans les grandes métropoles, même avec des écarts de temps très longs, qui ressemblent à ce que vous avez montré en fait, d'une exploitation touristique, d'une mémoire, voilà, d'un quartier comme ça. Et mes deux questions plus par la suite, c'était la première sur ce que vous avez dit sur l'ambiance. Je me demandais, vous l'avez évoqué à la fin sur la question du sensible, est-ce que vous repérez aussi des choses liées au son, à l'odeur, à des choses qui sont pas que visuelles, parce que on voit les espaces visuels. Est-ce que voilà, vous en faites quelque chose selon les endroits et les mémoires sensibles des uns et des autres? Et dernier point, ça m'a beaucoup, dernière question, beaucoup intéressé, la partie sur comment s'organisent les créateurs et créatrices entre eux. Et je me demandais effectivement, notamment peut-être par les témoignages des personnes, etc., quelles ressources il faut pour rester dans le club ou dans le groupe, non seulement pour rentrer, parce que j'imagine que rentrer peut avoir des effets d'école selon les... Voilà. Et quel genre de conflit fait qu'on peut en sortir en dehors de ce que vous avez évoqué, de logique de gentrification ou d'argent. Mais est-ce qu'il y a d'autres conflits qui émergent dans des espaces qui, malgré tout, deviennent un peu fermés ou serrés, qu'on peut trouver dans le monde du travail aussi, hein, mais voilà, c'est tout. Merci pour ces questions. Alors, sur la première remarque ou question, il y a effectivement un parallèle très clair entre les quartiers artistiques historiques et les quartiers culturels créatifs de la ville post-industrielle. En fait, il y a vraiment un parallèle. Ce qui est le cas, du coup, dans le début du livre, où justement, je repars de ce mythe, entre guillemets, mais qui est un mythe en partie basé sur des réalités, des trajectoires évolutives d'un quartier comme Montmartre, par exemple, à Paris. Donc, le parallèle historique, il est clairement pertinent, en fait, à faire entre ces quartiers artistiques historiques et les quartiers culturels et créatifs que l'on connaît aujourd'hui dans la ville post-industrielle. Sur la deuxième question, alors complètement, c'est-à-dire que dans la notion d'ambiance, c'est extrêmement riche. Comme je le disais, j'ai eu le plaisir de travailler avec des gens qui sont spécialistes de ces questions-là, et donc j'ai bien conscience qu'au-delà du visuel, il y a tous les autres sens qui sont à prendre en considération et qui peuvent jouer. Moi, dans mon approche, j'ai été effectivement plutôt majoritairement centré effectivement sur la question visuelle, un petit peu sonore également dans des quartiers où il y a une activité musicale, événementielle plus importante, mais où clairement d'un point de vue scientifique, mon angle d'attaque était principalement sur l'aspect visuel et sur l'aspect quand même sonore, mais plus, du coup, pas sur mes premiers terrains, mais plutôt sur notamment le canal de l'Ourcq, plutôt sur mes terrains à la fin, parce que justement j'avais bénéficié de ce regard disciplinaire autre qui m'a enrichi et qui m'a fait regarder des choses que je n'aurais pas regardées auparavant.
Ce qui néanmoins m'a permis de aussi réinterroger les terrains que j'avais fait précédemment au regard de cette nouvelle approche plus étoffée en matière d'ambiance grâce aux travaux de quelqu'un comme Jean-Paul Thibault ou Rainer Kasig. Mais à proprement parler, oui, je me suis plutôt centré sur les questions visuelles et sonores. Sur la troisième question, rester dans le club, en gros, avec quelles ressources. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai y compris pu échanger avec des gens qui avaient quitté les quartiers, donc avaient quitté le club d'une certaine manière. Souvent un regret est lié effectivement à des évolutions d'auto-entrepreneurs ou entrepreneuses dont l'activité n'a pas suffisamment fonctionné pour pouvoir continuer et qui ont dû du coup cesser leur activité et qui souvent regrettaient finalement de ne pas avoir pu poursuivre l'aventure. C'est surtout ce type de cas-là en fait que j'ai vu, plutôt des gens qui avaient quitté les quartiers mais à regret, soit parce que leur activité avait décliné, soit pour d'autres raisons personnelles de trajectoire de vie. Et sur la question des conflits qui peut y avoir, alors souvent ce qui est intéressant, c'est que la sélection à l'entrée fait quand même un gros travail. C'est-à-dire que finalement les gens qui rentrent dans ces espaces de travail partagés, les personnes présentes avant se sont assurées qu'il y aura compatibilité. Qu'il y aura compatibilité dans les valeurs, dans le profil professionnel de la personne, que la personne ne va pas être en concurrence directe avec une autre personne déjà présente, qu'elle va plutôt être en complémentarité, qu'en termes aussi au niveau humain, c'est pas que professionnel, c'est aussi au niveau humain, dans la relation, il va y avoir un feeling qui va pouvoir passer humainement, on va pouvoir s'entendre. Et ce processus de sélection qui passe dans les cas les plus poussés, c'est un dossier, c'est une candidature qu'il faut faire. Pour pouvoir déjà faire la candidature et avoir une chance que la candidature soit lue, il vaut mieux déjà connaître quelqu'un qui est présent dans ces espaces-là. Dossier de candidature, entretien sur place où on se présente un peu comme certains font dans les colloques, et où on s'assure que ça va bien se passer. Ce qui fait que ça limite, je pense, très fortement les conflits derrière, parce que finalement, il y a eu une sélection tellement forte à l'entrée que ça limite les risques derrière. Alors, ça ne les empêche pas complètement, évidemment. Et parfois, je me souviens très bien d'un cas où ils n'avaient pas réussi à recruter dans leur réseau. Il restait une place libre. Or, en termes de modèle économique, il fallait que toutes les places soient prises dans l'espace de coworking, parce que sinon, ça mettait tout le monde en difficulté. Donc, il fallait que la place soit prise. Personne dans les réseaux pour l'occuper, donc ils ont dû ouvrir. Et ils ont pris un profil où clairement, lors de l'entretien, la personne m'a dit j'ai pris un risque, si j'avais pu, je ne l'aurais pas prise, parce que c'était une personnalité un peu décalée, on sentait que humainement, c'était un peu différent. Je prends le discours de l'acteur. Et puis finalement, tout s'était bien passé. Et la personne m'avait dit, finalement, comme quoi, des fois, c'est bien d'être ouvert un peu à la diversité. Et c'était assez illustratif quand même de cette logique du confort en fait de l'entre-soi et de la volonté de ne pas prendre de risques, ce qui est compréhensible, mais qui du coup aussi amène des fois à vraiment des logiques de création d'un cocon où tout le monde se ressemble, tout le monde parle la même langue, on a tous le même profil, on a tous les mêmes valeurs, et où du coup il y a quand même un manque de diversité, de confrontation à l'altérité qui... Alors, surtout du point de vue des artistes, les questionne beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a du coup des lieux culturels où ce fonctionnement par cooptation, etc., est re-questionné et où il y a une volonté d'être attentif à la diversité des profils qui sont accueillis. Dans les espaces de coworking très spécialisés, industrie créative, cette question-là, elle est très peu présente. Et on est vraiment sur il faut que ça se passe bien, il faut qu'on soit complémentaire et pas concurrentiel, il faut qu'humainement, il y ait un bon feeling. Et c'est vraiment ça la priorité. Bon, il reste un petit peu de temps. J'aurais aussi une question. Merci d'abord pour vos échanges et la synthèse de ce travail. J'aurais une question qui concerne plutôt les lieux spontanés, en fait, et leur rapport avec les institutions, notamment les mairies ou les institutions culturelles. Et je voulais savoir si il y avait une forme de méfiance de ces institutions-là ou des personnes qui pouvaient représenter ces institutions. Parce qu'on avait reçu Élie Guéraud sur le déclin de la petite bourgeoisie culturelle et qui avait analysé dans une petite ville les profils culturels de cette ville-là et qui observait une méfiance grandissante des années 90
90-2000, à partir des années 90-2000, où le fonctionnement de la culture se faisait plus par les associations que par la mairie ou la région. Donc voilà, est-ce qu'il y a cette forme de méfiance, cette forme des a priori qu'il peut y avoir, et qu'est-ce que ça peut conditionner ensuite sur le destin de ces quartiers-là, si c'est le cas? Alors ça, c'est un vaste sujet sur le rapport entre les acteurs culturels alternatifs et les institutions publiques. On pourrait y passer un moment. Donc, je vais essayer de me centrer sur les éléments peut-être les plus importants. Il y a plusieurs cas précis d'enquête qui me viennent en tête, notamment dans le quartier des Olivettes à Nantes, où il y a historiquement des acteurs culturels qui ont une forme de défiance vis-à-vis de l'institution. Et une revendication, depuis que le quartier de la création officielle a été mis en place, une volonté de revendiquer leurs différences et leurs distinctions vis-à-vis de l'institution. Et de dire, nous, on fait partie du vrai quartier de la création, le quartier authentique de la création, et on ne fait pas partie de ce truc institutionnel sur l'île de Nantes qui promeut la gentrification et les gros paquebots culturels et créatifs. Je le dis un peu vite, mais ça ressort vraiment fortement dans les entretiens, comme voilà, un positionnement distancié, voire très critique vis-à-vis de l'institution, et la volonté de se revendiquer comme un acteur culturel ou créatif d'ailleurs, parce que c'est pas que dans les mondes culturels, c'est aussi dans les architectes indépendants, etc., de revendiquer cette indépendance vis-à-vis de l'institution, de revendiquer qu'on a des valeurs différentes, moins descendantes, moins dans les logiques de valorisation immobilière, de gentrification, et sur des valeurs davantage alternatives, d'inclusion, de projets à taille humaine, plus sur de la réhabilitation pour les architectes, plutôt que de la rénovation. Enfin, voilà. Et donc un discours effectivement de défiance et de distanciation vis-à-vis de tous ces projets de marketing territorial et d'instrumentalisation de la culture en fait par les institutions, qui est toujours un rapport un peu particulier, parce que dans le même temps, quand un artiste tient ce discours-là, je suis en train de mener l'entretien avec lui dans un lieu culturel qui n'existe que grâce aux subventions de la dite institution. Donc c'est toujours la question de l'alternative, du degré d'alternatif de ces lieux-là et leur degré d'indépendance réelle, le degré d'indépendance effectif vis-à-vis de l'institution, notamment au niveau financier. Donc, je dirais que c'est principalement ça que j'ai pu observer dans ces rapports institutions et lieux culturels alternatifs. Dans un autre quartier, le quartier Beria à Grenoble, il est très intéressant de ce point de vue-là, mais plutôt dans l'inverse, la relation des institutions aux lieux culturels alternatifs, et où là, il y a vraiment eu des cas un peu d'école, de squats d'artistes qui se sont montés spontanément et donc de façon illégale, qui ont été tolérés, conventionnés par la municipalité, puis en fonction des choix politiques qui ont pu évoluer au fur et à mesure du temps, un rapport à l'institution qui a aussi, de l'institution à ces projets qui a pu évoluer jusqu'à du coup faire exclure ces collectifs d'artistes qui étaient jusqu'ici tolérés, conventionnés, et qui du jour au lendemain finalement se sont retrouvés évincés des lieux qu'ils avaient contribué aussi à revaloriser. Donc là, il y a vraiment un enjeu fort, très, très complexe, très riche sur cette question des relations institutions, acteurs culturels alternatifs. Eh bien, merci beaucoup. Merci Basile pour vraiment ces échanges très riches. Je crois qu'on est tous là à avoir été très intéressés par ta présence aujourd'hui et tout ce que tu as pu nous transmettre à partir de ton livre et de tes recherches. Merci aussi aux personnes présentes pour vos questions. Et je vous rappelle que les rencontres du RT14 Sociologie des Arts et de la Culture reprennent le 7 mai avec Laura Capel qui nous parlera de son livre « Créer des ballets au XXIe siècle ». Merci beaucoup à Aurélien Thom à la réalisation technique et au comité d'organisation des rencontres du RT14, Tristan Dominguez, Karim Amou, Regina Adipetrou Andronicou, Bianca Maretti et Myrtille Picot. Très bonne fin de journée à tous et à toutes.